Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour ceux qui nous suivront en rediffusion. La plupart de réactions que nous avons recueillies, parmi les plus importantes figurent celles des personnes qui étaient complètement scandalisées par les propos qui ont été attribués au roi, son représentant, vraiment atterrés, horrifiés. Ce qui veut dire que ces propos étaient effectivement des propos empoisonnés qui continuent à faire leur chemin. Il faut arrêter ce poison. Parce que, pour ne donner qu'un seul exemple, nous l'avons dit, on nous a laissé une école. Ceux qui nous ont laissé cette école ont fait plusieurs réformes. Nous, nous sommes restés avec la même école, réformée en 61, la même, mais que nous avons même, que nous continuons à détruire petit à petit. Parce que, semble-t-il, aujourd'hui, les dissertations sont rares. On ne retient plus des choses, des beaux poèmes et tout ça. Arrêtons de détruire cette école, faisons des réformes qui vont nous mettre à la pointe de l'actualité, qui vont se conformer tout au moins à nos réalités. Pour présenter cette émission aujourd'hui, j'ai d'abord M. Norbert Yamba-Yamba. M. Norbert Yamba-Yamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir bien. Ensuite, j'ai mon ami Modeste Bonigaba. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur. Et Lambert Kandala, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Je dois la vérité de vous dire que mes invités sont venus un peu en précipitation parce que l'émission n'était pas prévue d'être enregistrée pour des raisons de famille personnelles. Mais comme je ne devais pas priver les téléspectateurs de cette émission, j'ai quand même réussi à les appeler en dernière minute. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Je vais d'abord passer la parole à Kandala, qui n'est pas tout à fait d'accord, que les propos tenus, la stratégie portée par ces propos étaient suicidaires et demeurent suicidaires pour notre pays, parce qu'on nous a demandé, on nous a obligés à nous détester jusque-là. Ces propos sont graves. Exactement, et vous avez parfaitement raison, les propos sont graves. Mais ces propos relèvent d'une stratégie, comme vous l'avez dit. Le roi Léopold II prend le Congo, État indépendant du Congo, il prend des engagements au niveau de la conférence de Berlin, où les trois engagements sont lesquels? Le premier, il va gérer le Congo en assurant la libre circulation de biens et de personnes. Deuxième engagement, il va lutter tant soit peu pour arrêter l'esclavage. Et le troisième engagement n'est pas prendre de l'argent au gouvernement belge pour développer le Congo. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre en place un certain nombre de stratégies et de mécanismes qui feront qu'il réalise son projet en maximisant en le rentabilisant au maximum. Et comment doit-il s'y prendre? C'est le message qu'il a communiqué, c'est sa stratégie. Ils sont venus avec ça, trouver des gens qui sont différents, chacun a sa culture, les différents peuples ont leur culture au Congo, et ils viennent nous imposer leur culture à eux pour réaliser leurs objectifs. Donc il était tout à fait normal de nous imposer la voie qu'il a voulu nous imposer. Maintenant, comment nous l'avons accueilli, comment nous avons réagi et qu'est-ce qui en est suivi? C'est ça les deux questions auxquelles nous devons répondre. Modeste Bonigaba. Oui, effectivement, comme vient de le dire notre ami Kandala, le roi Léopold II, un fin diplomate, a réussi à convaincre toutes les puissances de l'époque pour dire voilà, c'est mieux que ce soit moi qui gère cet espace-là. Parce que si c'est l'Angleterre, la France ne va pas accepter, si vice-versa, si c'est le Portugal, etc. Donc, il réussit à obtenir
ce consensus sur la gestion du Congo confiée à une petite puissance tout à fait insignifiante qui permettra à tout le monde d'aller se servir et d'aller faire ce qu'il veut au Congo. Effectivement, c'était la meilleure formule pour eux. Et, comme le dit notre ami, les capitaux pour développer ou pour mettre en valeur, il ne s'agit pas de développer, pour mettre en valeur, exploiter cette colonie, il faut les chercher là où ils sont. Alors donc lui, il s'est dit, je vais faire en sorte que la colonisation, l'occupation de l'espace s'accompagne de la déshumanisation de ces autochtones là, parce que s'ils continuent à avoir leur recours à leurs esprits, etc., je vais avoir du mal à les gérer. Donc il faut d'abord détruire leur vision du monde, leur culture, pour mieux les manipuler, faire de ce que je veux. C'est ce qu'il a fait. Pour mieux les déprogrammer. Pour les programmer. Et les reprogrammer selon ses ambitions à lui. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc le capital pour mettre en valeur, l'église pour gérer les âmes, et l'administration pour concrétiser tout ça. Donc c'était une vision. Mais le comble, c'est que nous, au moment où nous sommes censés sortir de cette vision des choses, parce que nous devenons indépendants, nous continuons. Oui, au lieu de rompre. Au lieu de rompre, parce que justement ce qui s'est passé en Asie, c'est qu'en Asie, il y a une rupture. On referme une parenthèse. Pour eux, la colonisation n'était qu'une parenthèse. On la referme, on retient ce qu'il y avait quand même de positif là-dedans, et puis on continue en gardant l'âme qui a toujours été la leur. Et nous, le fait d'avoir été déshumanisés et de n'avoir pas compris que c'est là qu'il fallait agir au moment de devenir indépendant, comme le suggère Mabika Kalanda, voilà, nous sommes toujours en train de patauger et de tâtonner. Monsieur Yamba Norbert. Merci bien. Il faut dire que ce que nous sommes en train de reprocher au roi Léopold II est une stratégie globale de tous ces pays européens qui ont saucissonné l'Afrique sans être sur place pour savoir véritablement la délimitation de ses frontières. Et tous se sont mis d'accord sur la stratégie de pénétration. Pénétration parce qu'ils estimaient que l'Afrique était vierge et qu'ils pouvaient profiter au maximum véritablement de l'Afrique. Mais vous savez que les Européens ont beaucoup lu. Ils savent quel a été le passé glorieux de l'Afrique. Ils savent que leurs savants ont été issus d'une formation africaine dans la cour de Pharaon. Et c'est comme ça qu'ils ont véritablement réfléchi sur des stratégies de pénétration et de domination. Première stratégie, c'est qu'ils ont fait le constat que ces Africains, notamment les Congolais, savaient Dieu. Ils avaient leur propre religion. Ils avaient une culture. Ils étaient conscients de ça. Ils étaient en connexion avec leur environnement, leurs ancêtres. Ils pouvaient mieux faire. Et pour les déraciner, les désarticuler, ils ont demandé aux religieux d'amener la religion pour leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas de religion. Pour leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas de spiritualité. Et qu'il y avait un Dieu exclusiviste. C'est le Dieu de l'Occident. Pour être en communion avec Dieu, il ne faut pas se séparer. Ça nous a désarticulés, ça nous a désintégrés, au point que ce déracinement nous a véritablement fait perdre notre processus. Et deuxièmement, ils ont cherché l'école. Ils ont dit qu'à l'école, et dans leur passé, ils ont eu leur centre initiatique. Chaque peuple a ses initiations exotériques. Mais pour nous sortir véritablement de cette connexion spirituelle, ils ont mis en place les écoles. Pour qu'on nous enseigne, c'est pas, tout ce qui leur concerne, qu'on considère qu'il n'y a pas une autre culture plus valable qui soit déterminée à changer les gens dans ce monde, si ce n'est que la culture occidentale. C'est comme ça que dans le programme d'enseignement, tout revenait véritablement aux informations occidentales. Et troisième,
Troisièmement, c'est la désarticulation, Modeste l'a dit, l'administration, la désarticulation de nos institutions traditionnelles. Nous avons passé des moments et des moments, vous savez, l'Afrique a vécu 100 000 ans avant que l'Europe n'arrive. L'Europe est arrivée il y a 22 000 ans. Et nous avons nos institutions, nous avons vécu calmement, etc. Et pour le faire, ils nous ont amené ce qu'ils considèrent comme des institutions occidentales, la démocratie, etc., etc., qui du reste n'avaient pas une sorte de compatibilité avec notre patrimoine culturel. Et nous en souffrons jusqu'à aujourd'hui. Non seulement la religion, l'école, mais également les modèles d'institutions qui véritablement ne sont pas compatibles avec nos réalités. Et donc nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas où nous en sommes, nous ne savons pas où nous allons. Et cela consécute véritablement notre leadership et notre détermination à nous développer. Nous avons également développé, on vient d'en toucher un mot, la culture orientale. Eux, ils avaient une certaine culture, donc la colonisation est passée sur eux comme l'eau sur les épaules, les poils d'une bête ou les ailes d'un oiseau. Mais maintenant, les téléspectateurs ont besoin de savoir comment, sans cette culture, nous allons répondre au rendez-vous du donner et du recevoir. Comment, sans cette culture, allons-nous relever nos têtes? Parce qu'au cours d'une des émissions, ici, nous avons posé la question de savoir, Modeste s'en souviendra, combien de riches y a-t-il au Congo? On a répondu, en tout cas, s'il y en avait 4, ce serait surprenant. Ce seraient des messieurs qui ne l'ont pas montré au grand jour. Que faire pour nous en sortir? Modeste d'abord. Eh bien, les téléspectateurs ont raison de poser cette question, parce que lorsque nous parlons de cette rupture indispensable, il ne s'agit pas de tout rejeter. Il s'agit tout simplement de revenir à ce qui est fondamental et de dire, comme vous venez de dire, tiens, comment un pays comme le Congo où il y a tant de richesses, mais il n'y a aucun Congolais riche. En tout cas, pas à un niveau comparable dans des pays d'Asie où ils n'ont pas autant de ressources que nous. C'est une question de fond. Eh bien, ça montre que nous sommes restés colonisés mentalement. Nous sommes toujours derrière un maître qui doit nous montrer, tiens, faites ça pour être ceci, etc. Le canal du néocolonialisme. Mais voilà. Donc, on n'a pas coupé le cordon ombilical avec ce système-là, ce qui fait que nous continuons à être à la traîne. Bien, il faut couper ce cordon ombilical, et le changement dont nous parlons, le changement, c'est le changement de système. Lorsque notre ami Yamba Yamba dit que les institutions doivent être repensées, ce n'est pas pour dire qu'on va revenir aux choses, à l'organisation dans nos tribus. Non, parce que nous sommes un espace plus large. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous puissions garder ce qui est fondamental en démocratie? C'est quoi? C'est que les citoyens sont effectivement ceux qui commandent. Ce sont les citoyens qui choisissent. Mais encore faut-il s'assurer que leur choix est rationnel et intelligent et éclairé. Lorsque vous n'avez pas la certitude que ce choix n'est pas éclairé, vous devriez vous demander comment faire en sorte que, tout en gardant ce principe directeur qu'il faut que les citoyens choisissent, s'assurer que ceux qui sont appelés pour choisir au nom des autres, ceux-là au moins ont effectivement la capacité de le faire. Donc nous nous sommes écartés comme ça de ce qui est fondamental, en voulant tout simplement copier l'Occident. Ah là, comment ça se passe? Mais tout le monde vote. Ah, très bien. Donc nous aussi, tout le monde va voter. Même quand on ne sait pas c'est quoi le vote. Le vote, oui. À ce moment-là, on fausse les jeux. Tout à fait. Alors, Kandala, le méchant. Je voudrais ajouter quelque chose avant de répondre à votre question. Comment les Belges se sont pris durant la colonisation? Ils ont commencé par la sociologie. Ils ont étudié le peuple qu'ils colonisaient. Et leur démarche a été systématique. Ils savaient
qui pouvaient être honnêtes, malhonnêtes, qui étaient forts, qui étaient faibles, et il fallait les dompter. Donc c'est un travail de fond qu'ils ont fait. Après avoir fait ce travail-là, ils se sont lancés maintenant dans leur programme de développement ou de la mise en valeur du Congo. Donc c'est important. Il faut que nous nous connaissions nous-mêmes d'abord. La première solution. Qui sommes-nous? Qui peut faire quoi? Qui ne peut pas faire quoi? Donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Or, pour y arriver, on parle de l'école. L'école n'est pas une mauvaise chose. Nous avons, aujourd'hui, si nous n'étions pas à l'école, nous n'allions pas écrire. La culture ou la tradition orale ne nous aurait pas amené là où nous sommes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la colonisation? Nous avons nous-mêmes tué l'école. Nous avons tué la famille. Là, on est en train encore de pleurer. Oui. Je posais la question, que faire? Ce que nous devons faire, c'est pour ne serait-ce que récupérer les quelques valeurs, pas les quelques, les valeurs qui étaient les nôtres. Il faut repenser le mode de vie, totalement. Et le mode de vie qui est façonné par trois choses, qui tient à trois choses principalement. Je l'ai dit la dernière fois, le plaisir. Le Congolais doit savoir que tout le monde prend plaisir de ce qu'il fait. Et il en profite. En fait, c'est ça l'autosatisfaction. Il a travaillé, il doit se faire plaisir, mais il faut mesurer. Première chose. Donc nous devons avoir la mesure dans tout ce que nous faisons. Deuxième chose, c'est la possession. Quand un Congolais a, il exhibe, même si ce n'est pas du solide, ce qui fait que quelques temps après, il tombe en faillite. Parce qu'on ne sait pas gérer ce que l'on a. De différentes manières. Nous n'avons pas la notion de la mesure. Enfin vient le pouvoir qui est donné par les élections, comme on vient de le dire. Là, c'est encore beaucoup plus grave. Parce que dès le départ, il n'y a pas de rigueur. Donc je donne une autre recette, c'est la rigueur. Il faut qu'on apprenne à être rigoureux. Il faut qu'on apprenne à être sérieux. Il faut qu'on apprenne à se mettre à sa place. Donc pour moi, si on arrivait à vraiment comprendre que tout le monde ne peut pas faire ce que tout le monde fait, chacun doit être à sa place, et que celui qui ne sait pas se fait compléter par un autre, le Congo réalisera des... D'ailleurs, moi j'ai toujours dit que le développement du Congo, j'ai partagé avec un certain nombre de mes aînés et professeurs, c'est une question de déclic. Le jour que nous prendrons conscience de ce que nous sommes et que nous remettons en place la notion de la mesure, les résultats seront extraordinaires. Yamba Yamba. Oui, ce n'est pas si facile qu'on le croit, parce que nous sommes dans un système d'incarcération qui ne peut pas se régler à un simple déclic. Il faut beaucoup de mécanismes, il faut des solutions complexes, etc. Je voudrais également dire que il existe une littérature abondante aujourd'hui qui démontre que le fait qu'on a parlé que nous étions simplement dans un processus de tradition orale, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge parce que lorsque vous regardez l'Égypte antique, etc., vous allez trouver qu'il y avait la première écriture du monde, n'est-ce pas? Et cela s'est réalisé 37 000 ans avant que l'Occident ne soit installé. Ils sont venus en Égypte apprendre, des gens comme Pythagore, comme Thalès, comme Platon, Hérodote et même Archimède, etc. Donc la question d'écriture, tradition orale, c'est l'Occident qui est venu et qui voulait nous faire croire qu'il n'y avait pas d'écriture, etc. Vous savez que lorsque vous êtes en Tervuren, il y a ce qu'on appelle le bâton d'Ajdishango au lac Albert à Bukavu, où on a appris les mathématiques il y a de cela 37 ans avant que le peuple occidental soit installé là où ils sont aujourd'hui. Donc, nous sommes un peuple qui a connu le monde, qui a donné la civilisation aujourd'hui, qui fait rage à travers le monde, mais malheureusement, les Assyriens n'ont pas permis d'avancer. Oui, mais je voudrais vous poser une question dans l'intérêt de l'émission. Mais c'est le fait de dire, quand on dit que l'Égypte, c'est la civilisation noire, est très contestée par certains Européens, même par certains Africains. Est-ce que c'est avéré? Ça s'est avéré parce qu'en 1974, au Caire, il y a eu un grand colloque
qui a réuni les égyptologues blancs et africains, notamment Cheikh Anta Diop, qui véritablement, quelqu'un qui a affirmé son leadership par rapport à cette question. Toute discussion faite, aucun d'égyptologue blanc n'a démontré le contraire de ce que Cheikh Anta Diop a dit. Deuxième conférence, c'est en 1984, à Dakar, où Cheikh Anta Diop était là, Jean-Charles Kovi-Gomez, le Béninois, Théophile Obenga, etc. Ils ont démontré encore, et personne n'a remis en question, n'est-ce pas, cette théorie. Okay. Alors, par rapport à ça, je crois que nous devons prendre conscience véritablement de nos prouesses traditionnelles parce qu'ils ne peuvent pas que nous puissions prendre conscience de ça parce que ça risque de restaurer notre conscience historique et ça risque de changer les donnes. Je voudrais également dire que la question que vous posez, on fait comment, il y a eu beaucoup de chercheurs qui en fait se sont intéressés à cette question. Au premier chef, c'est Senghor, qui est devenu pratiquement le patriarche africain et qui nous a conseillé qu'il faut toujours partir de l'enracinement avant de s'ouvrir au monde. On ne peut pas avoir un peuple qui n'a pas de fondation. Lorsque vous avez une fondation, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est un greffon. Mais quand on vous trouve déjà en affirmant véritablement votre leadership, qui y est en concordance avec les réalités de votre terroir. Il y a un autre, Aimé Césaire, qui disait il faut approfondir les particularismes avant de s'ouvrir au monde. Et Franck Fanon va terminer en disant si nous voulons faire comme l'Europe, c'est mieux de confier notre destin aux Européens parce qu'ils peuvent faire mieux que les plus européanisés d'entre nous. C'est que aujourd'hui, il est démontré très clairement que l'Europe n'est pas très favorable pour que nous puissions avancer. Donc nous pouvons, nous là, construire ce que nous pouvons appeler l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Et cela est possible lorsqu'on se réconcilie avec notre passé traditionnel. Et cela, aujourd'hui, ça peut s'avérer possible que lorsqu'on organise des états généraux dans les différents secteurs pour constituer des référentiels dans les différents secteurs de la vie. Et ceci va permettre à ce qu'on puisse généraliser ça sur l'ensemble de l'Afrique parce que nous constituons un seul peuple. Et d'ailleurs, tout à l'heure quand on parlait... Conclusion. Tous ces peuples-là, l'école dont on parle, c'est une école qui ne parle que d'eux. On nous a même imposé que nos langues, on nous dit nous avons la langue officielle, c'est le français. En tout cas, nous on a grandi dans ces choses, pourtant nous avons plus de 250 langues. Donc même dans nos enfants à la maison, on est bien content que quand ces enfants parlent français, etc. Et donc on oublie que le langage qu'on doit avoir doit être en connexion avec le langage de nos ancêtres et que nous avons intérêt véritablement à transférer toutes ces compétences dans nos générations Donc, futures. en résumé, si j'ai bien compris tout le monde, nous sommes un peuple acculturé et il est question de nous sortir de là. Mais comment nous sortir de là? Vous dites que la civilisation égyptienne avait des écritures, lui dit que c'est l'oralité qui nous sépare justement de cette culture égyptienne. Comment nous déprogrammer, parce que nous avons été programmés, comment nous déprogrammer pour revenir nous enraciner, parce que tout ça a été détruit. Kandala. Nous avons été déracinés, acculturés, c'est vrai, mais reste que le gros, ou ce que nous vivons aujourd'hui, découle de la perte de nos valeurs de base. Mais si vous parlez de perte, on a perdu à jamais. Il faut les restaurer. Il faut restaurer nos valeurs de base. Vous dites la même chose que M. Mbamba. Oui, à la différence que les peuples africains sont différents. Les Arabes ne sont pas comme nous. Les Ouest-Africains ne sont pas comme nous. Ah non. Non. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Je vous donne un exemple. J'ai lu quelque part, si c'est pas si c'est... Monseigneur Mosengo s'était rendu au Burkina Faso. Il voulait fermer quand il sortait de la voiture, on lui a demandé, il a demandé qu'on ferme. Il dit non, ici on ne ferme pas les voitures. La mallette, tout était resté, ils sont revenus, ils ont retrouvé ce qu'ils avaient. Quand
Dans ce pays, disons, ce nouvel an, nous allons à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, chez nous. Il n'y avait pas des murs en ville. On a construit des murs, ici j'en les ai trouvés, mais chez nous là-bas, pour voler dans une parcelle, c'était un problème. Bukavu non plus. Hein. Mais aujourd'hui, nous en sommes tous des prisonniers, parce que le vol s'est introduit. Et d'ailleurs, les cases n'avaient pas de... Non, au village, on ne volait pas. Vous trouvez une bête prise dans un piège qui n'est pas le vôtre, vous ne le prenez pas. Aujourd'hui... L'honnêteté. Oui, la franchise, la courtoisie, la sincérité, toutes ces valeurs qui ne peuvent pas cohabiter avec la pauvreté. Ah, ça c'est une autre question. Donc vous voulez bien me dire que à l'époque, nous étions pauvres, c'est pourquoi... Non, à l'époque, justement, on ne volait pas parce qu'on avait de quoi manger. Chacun allait cultiver son champ, le pêcheur allait prendre son poisson. On n'avait pas intérêt à voler. Maintenant, avec la civilisation qu'on nous a amenée, bon, il a eu du pour, comme disait Modeste, il y a aussi du contre. Il y a un appauvrissement généralisé qui a fait que... Je ne partage pas ce point de vue. Vous me permettez de terminer mon propos. C'est amusant et ahurissant. Parce que l'homme blanc que nous avons singé, qui nous a acculturés, il a fait un distinguo clair. Il nous a... D'ailleurs, ça n'a pas changé, hein, la répression. Les blancs, ça nous avons vraiment hérité. Mais il réprimait pour avoir la commande des manettes de l'économie. Il reprimait pour que les miniers produisent, pour que l'agriculteur sorte les maniocs, tout ça, et pour que les services marchent. Mais à côté de ça, il est payé. Et il a arrangé que tous les systèmes, quand vous avez tout ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, nous, on a continué à réprimer, mais entre-temps, on a appauvri. Attention, ils nous ont infantilisés. Parce que vous parlez du Katanga, un travailleur de la Gécamine était un enfant, il ne pouvait pas se débrouiller en dehors de la Gécamine, parce que la Gécamine lui donnait tout. Ça, c'était l'organisation de la société. Conclusion de votre propos. Je dis que nous devons réorganiser notre société en commençant par les valeurs de base, les fondamentaux comme nous pouvons les appeler. Et Yabayama nous a proposé, comment vous avez appelé ça, cette rencontre? Les États généraux. Les États généraux, non. Aujourd'hui, c'est impossible. Nous sommes... Cette émission n'est pas faite seulement pour que demain, ça se réalise. Ok. Réfléchissons, c'est une réflexion. C'est l'idéal. Mais vous constituez ça comment? Parce que, en ville ici, combien, dans nos villes, ceux qui nous dirigent, nous qui sommes avec eux, combien ont encore ces notions de valeurs de base qu'il faut réinitialiser? C'est un problème. Donc, il faut commencer par aller les chercher. Les quelques Congolais qui sont encore intègres, en fait, tout se résume à ça, à l'intégrité. Il faut que nous nous battions pour l'avoir. Très bien. Monsieur Modeste Boligaba, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites et je sens qu'il y en a parmi nous qui sont complètement désespérés, qui croient que les choses ne pourraient plus jamais changer dans ce pays. Mais je crois que nous, notre devoir, justement, c'est de continuer à entretenir l'espoir. Avec la volonté qu'il faut, il est encore possible de organiser, parce qu'on ne peut même pas parler de réorganiser, d'organiser autrement notre société pour la rendre exigeante envers elle-même déjà, parce que c'est ça qui manque aujourd'hui. Oui. Nous ne sommes pas exigeants envers nous-mêmes. Au contraire, nous sommes indulgents. On a toujours des excuses. On est toujours en train de dire, mais non, mais c'est pas grave. Mais est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, l'Afrique, dans le commerce mondial, c'est à peine 3%. À peine 3% également dans la production mondiale. Alors qu'en 60, on était à 10-12%. Moi, je trouve que c'est ça le plus grand scandale par rapport à tout le reste. Parce que l'Afrique n'a pas du jour au lendemain perdu les atouts qui ont fait qu'en 60, il soit à ce niveau-là. Et qu'après, ça puisse descendre comme ça jusqu'à atteindre ce niveau le plus bas. J'ai échangé avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies sur cette question, M. Boutros Ghali. Il a dit, la marginalisation de l'Afrique est le vrai problème de
de ce début de siècle, de cette fin de siècle à l'époque. Parce que comment comprendre que l'Afrique, qui est le continent le plus riche, en tout cas en ressources naturelles, parce que l'Amérique qui est juste avant, il ne faut pas oublier que l'Amérique, c'est l'Afrique plus l'Océanie plus l'Inde, en termes de superficie. Tout à fait. Donc la comparaison ne peut pas être tout à fait équitable si on dit « Oh, ils sont premiers ». Non, nous sommes les premiers en termes de ressources naturelles. Mais c'est en fait la meilleure façon de nous démontrer que la richesse des nations, comme on le disait déjà un peu plus haut, la richesse des nations, ce n'est pas ce que nous croyons. La richesse des nations, c'est l'organisation, c'est les institutions qui correspondent aux ambitions d'une société. Lorsque vous avez des institutions qui sont décalées par rapport aux ambitions qui devraient être les vôtres, là, c'est là que vous commencez à patauger, comme c'est notre cas. Donc, et il y a un auteur célèbre, Guy Sormand, qui a montré que la richesse des nations, c'est effectivement des institutions qui fonctionnent bien, un bon système éducatif et de recherche. Cela représente déjà plus de 90% de la richesse des nations. Nous perdons à croire que scandale ceci, mais ça ne représente que 2%. Vous vous rendez compte? Cette partie-là de ressources, parce qu'il faut savoir les mettre en valeur. C'est ça que nous n'arrivons pas à faire. Pour que ça devienne une vraie richesse, il faut que nous puissions nous organiser pour en tirer le meilleur parti possible. Et cela, nous n'arrivons pas à le faire manifestement. Parce que plus de 50 ans après l'indépendance, on ne serait pas là où on est. Bon, ce n'est pas pour accuser les Belges, mais ils nous ont appris à nous détester. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous nous aimons? C'est effectivement une valeur chrétienne, mais est-ce que nous nous aimons? Si nous nous aimions, pourquoi notre école en est-elle arrivée là, si la vérité c'est celle que notre ami Bonigaba vient de dénoncer? Est-ce que nous aimons nos enfants qui étudient dans des conditions dans lesquelles ils étudient? Est-ce que nous nous aimons nous-mêmes si nous formons des sous-médecins parce que les universités sont sous-équipées? Donc nous préparons notre propre mort. Donc nous nous détestons nous-mêmes. Monsieur Yamba Yamba, pour sortir un peu de ce que vous prêchez qui est trop, j'allais dire, classique. Oui. Je vous sors un peu des livres. Ok. Bon, merci. D'abord, je voudrais dire à M. Kandala, que c'est vrai que vous avez raison de dire que l'Afrique n'est pas la même. Hein. Donc, les Arabes sont les Arabes. Ils ont leur Dieu, ils ont leur spiritualité. Ils peuvent être en Afrique, mais il y a une sorte de solidarité avec d'autres Arabes à travers le monde. Il en est de même des Occidentaux, ils ont leur Dieu. Hein, et ils se reconnaissent dans leur Dieu. Nous aurions notre Dieu, nous aussi, nous avons notre Dieu. Nous avons vécu avant eux et nous savions, nous connaissions. Et vous avez même suivi dans les propos du roi Léopold II, ils reconnaissaient que nous avons notre Dieu. Maintenant, il faut faire un effort de recomposition pour savoir comment nous pouvons nous en approprier. Je voudrais également insister sur le fait que quand nous parlons de la réorganisation ou l'organisation, peut-être les gens se posent des questions, mais comment va-t-on faire pour que nous puissions nous reconstituer? Je donne l'exemple, j'ai fait la route Kisangani jusqu'à vers Walikale, à Luboutou, j'ai trouvé un guérisseur traditionnel qui avait de grandes capacités de faire les opérations chirurgicales en peu de temps et sans cicatrice. Et il y avait des milliers de personnes chez lui. Je reviens à Kisangani, j'essaie de parler avec les pharmaciens, etc. Et ils disent non, ce sont des traditionnalistes, des fruiteurs, etc. Et la seule vérité vient de l'Occident. Il n'y a que l'Occident qui peut donner de maintenant de l'Orient aussi. Vous avez dernièrement, il y a eu un médicament contre le sida trouvé au Sénégal. L'Occident a difficile à comprendre que les Sénégalais, les Noirs, etc. puissent trouver un médicament. Ils ont fait tout pour torpiller, pour racheter, n'est-ce pas, le produit. C'est que très clairement, nous sommes capables, en photographiant des différents sites, de reconstituer quelque chose qui peut aider véritablement l'Afrique.
Malheureusement, nous avons été formés et nous n'avons que des solutions occidentales. Il y a Ebola. Au lieu que nous puissions interroger notre environnement pour savoir s'il y a des produits qui peuvent aider à résoudre le problème d'Ebola, nous recourons véritablement vers l'Occident pour chercher Parce des que vous solutions. parlez d'Ebola, effectivement, le docteur Mouyembe, qui était parmi les premiers qui ont travaillé sur Ebola, a soigné un certain nombre de gens qui vivent jusqu'aujourd'hui parce qu'il s'était dit, ceux qui s'en sont tirés, qu'on prélève ce sang-là pour l'injecter aux autres. Maintenant, quand à l'extérieur on en parle comme d'une expérience un peu primaire et tout ça. Bon, alors. Et c'est justement ça le drame. Entre-temps, il fallait foncer jusqu'à ce que Dr Mouyembe mette en place véritablement un produit qu'il faut commercialiser. Parce qu'en réalité, le produit pharmaceutique aujourd'hui ont un marché de plus de 400 milliards de dollars. Et tout ce lobby, etc., intervient chaque fois qu'il y a quelque chose, ils achètent pour qu'ils continuent à faire la chose. Et donc, par rapport à l'organisation et qui constitue véritablement le socle, vous savez, chez nous, nous avons connu des institutions qui ont pérennisé, qui long-termistes, etc. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à aujourd'hui, nous avons des politologues, des philosophes, etc., mais qui ont difficile de se détacher des théories occidentales. L'Occident, on veut photocopier la démocratie à l'occidentale, etc. Pourquoi vous parlez seulement de la démocratie? Tout. Vous venez de démontrer que même les soins, vous dites tel soigne. Des organisations, des organisations, des institutions. Et tout le temps, il faut copier vers l'Occident, etc. Même la Constitution. On est incapable de voir comment nous fonctionnons dans notre société. Regardez, vous avez par exemple, on fait les élections, et il y a quelqu'un qui obtient 50% ou 40%, il y a l'autre qui obtient 30%, et celui qui obtient 40% prend toutes les institutions, il gère ça, et même si on prévoit un petit montant pour ceux qui n'ont pas, qui ont perdu, qui constituent véritablement l'opposition, incapable de pouvoir larguer ces montants-là. Donc, on copie des choses sans que véritablement on puisse interroger notre environnement et inventer des processus et des mécanismes qui nous permettent d'affirmer notre leadership pour avancer. Et ça, c'est un déficit. C'est comme ça que généralement, aujourd'hui, on parle des illettrés fondationnels. Parce qu'en réalité, notre élite qui aujourd'hui est opérationnelle n'a pas apporté une plus-value, une valeur ajoutée. Il est la photocopie conforme. Il est même le relais de l'Occident dans notre société. Et donc, il faut aller véritablement vers les centres initiatiques. Bon, maintenant, répondez à ma question. Alors, je vous disais, oui. Est-ce que nous nous aimons quand nous regardons dans le miroir aujourd'hui en voyant cette école en déperdition, des diplômes qui n'ont pas de contenu? Est-ce que nous aimons nos enfants? Est-ce que nous aimons notre futur? Est-ce que nous sommes en train de le construire? Donc le futur pour nous, M. Kibambi, n'est pas encore une préoccupation. Lorsque vous êtes en Occident, parce que nous faisons la photocopie de l'Occident en fait, et même si on se trouve dans cette hypothèse, il existe ce qu'on appelle les offres politiques. Lorsque les Occidentaux discutent sur la problématique de la démocratisation, ils parlent de projet contre projet. Et le projet, c'est un ensemble de réponses qu'on voudrait donner par rapport aux problèmes qui se posent dans la société. Or, l'école est une préoccupation. Alors maintenant, il faut se poser la question par rapport à ceux qui ont la gouvernance de la République, quels sont les projets qu'ils ont vers cette école? Non seulement... Non, il ne faut pas responsabiliser, il faut pas les responsabiliser, c'est vrai. Ils ont la solution pour aujourd'hui parce qu'ils sont jugés, ils seront jugés aux résultats que nous avons aujourd'hui. Mais c'est notre préoccupation générale. Monsieur Kandala, est-ce que vraiment le Congolais s'aime lui-même? Est-ce que l'Africain s'aime lui-même? Quand on voit les résultats de tout ce que nous faisons, une école au rabais, quand aujourd'hui on doit engager dans une multinationale qui se trouve ici, on prendra plus facilement un étudiant qui vient d'Afrique du Sud, qui vient d'Europe et tout ça. Mais nous assistons à ça et nous continuons à nous complaire dans cette bassesse. Est-ce que nous préparons notre futur? Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous aimons nos enfants? Nous ne nous aimons pas du tout. À la limite, nous nous haïssons nous-mêmes. Nous sommes notre propre mal. Alors, à ce stade, parler du Belge ou de l'homme blanc, c'est un bouc émissaire. Le problème nous revient à nous-mêmes. J'ai dit que la première des choses qu'il faudrait considérer, nous n'avons pas de notion de mesure.
nous n'avons pas des valeurs, nous n'avons plus de valeurs de base, il y a un autre élément, c'est la rédévabilité. L'homme blanc a la notion de la rédévabilité. Vous les lisez, il a de comptes à vous rendre. Vous aidez quelqu'un, il vous rendra ça. Il y en a très peu qui confirment la règle qui ne le font pas. Donc, notre problème fondamental ici, nous ne nous aimons pas. Le blanc a les mutuelles et les mutualités. Pourquoi? Ceux qui gagnent, c'est une sorte de caisse de péréquation. Ceux qui gagnent plus payent plus pour que les autres puissent vivre. Encore que ce ne soit pas aujourd'hui parfaitement organisé, mais enfin, ils ont le mérite. Oui, ça se fait. Ça se fait. Vous avez un certain âge, vous êtes vivo, donc les médicaments, vous devez aller en retraite, vous préparez la retraite. Chez nous, ça n'existe pas. Les Blancs, à 60 ans, vous devez prendre votre retraite. Mais on ne sait pas tous les jours. Encore une fois, si vous donnez cet exemple, vous faussez, si on pouvait peut-être parler des Asiatiques, vous faussez parce que, encore une fois, nous cherchons à devenir, à les imiter. Il faudrait peut-être chercher d'autres solutions. C'est différent parce que les Asiatiques ont gardé les bons leur exemples, culture. Il faut les prendre. Ils ont gardé leur culture. Le recours à l'authenticité, c'était quoi? C'est ce qui était prôné, non? Prendre ce qui est positif chez les autres, les amener chez nous pour qu'on puisse avancer. D'accord. Merci, M. Kandala. Moi, je crois que la question que vous posez, elle est pertinente, mais je me demande si elle est opportune. Parce que nous avons été façonnés par les colonisateurs pour nous détester. En arriver là. Oui. Notre mentalité du colonisé, c'est de détester l'autre. Une fois que vous croyez avoir un peu réussi, mais vous prenez tous les autres comme du... N'est-ce pas? Alors, donc, cette mentalité-là, tant qu'on ne l'a pas changée, il ne faut pas vous poser des questions de ce genre. Et d'ailleurs, ce que vous dites est juste, est à ce point juste, qu'il faut se rappeler que les pères de l'indépendance, paix à leurs âmes, en fait, dans un premier temps, ils voulaient avoir la promotion eux-mêmes vis-à-vis de blanc, avoir le statut de blanc. Si on leur avait donné ce statut-là, peut-être que l'indépendance n'aurait pas lieu. Bon, je vous ai coupé la parole. Pour effectivement rebondir sur cela, c'est une question précise qui leur a été posée. On a dit, mais est-ce que dans 15 ans, ce ne serait pas mieux? Ils se disent, mais nous, on ne sera plus là. Donc, c'est toujours par rapport à eux. Ils ne voient pas le Congo de façon impersonnelle pour dire, quel Congo nous voulons, comment pourrons-nous faire en sorte qu'il soit effectivement... Non. C'est est-ce que moi j'aurai une place là-dedans? C'est par rapport à moi. Si je n'ai pas de place, alors ce n'est pas du tout intéressant. Alors, je pense que le changement, justement, doit être à ce niveau. Lorsque nous parlons de mentalité qu'il faut changer, je crois qu'il faut aller plus loin pour dire la mentalité du développement dont nous parlons, en fait, c'est la mentalité pharaonique. C'est cette mentalité-là que nous devons acquérir à nouveau, si nous voulons redevenir maîtres de notre continent, de notre pays. Parce que la mentalité pharaonique, c'est celle de bâtisseur. Cet esprit de bâtisseur, si nous l'avions tous, le Congo ici, nos routes telles qu'on les construit, ce ne serait pas comme ça. On verrait, on sentirait qu'il y a effectivement de l'amour dans ce travail qui est fait. De la grandeur. L'amour du Congo. Parce que tout est fait avec ce souci de faire beau. Bâtisseur, entrepreneur. L'esprit d'entreprise. Si nous voulons avoir des milliardaires ici, il faut encourager ça. Il faut montrer que tous ceux qui ont des idées novatrices sont encouragés, l'État les soutient. Et enfin, conquérant. Conquérant, c'est les jeunes qui font des recherches. Il ne faut pas vous auto-censurer, vous auto-limiter, dire non, mais le blanc n'a pas encore fait ça, donc on ne peut pas aller là-bas. Non, la mentalité de conquérant, c'est de vouloir dépasser toujours les limites qui sont là, qui sont données par les recherches, chercher à aller plus loin. C'est cette mentalité-là pharaonique qui nous permettra de redevenir propriétaires de notre continent, parce qu'aujourd'hui, on ne l'est pas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les amis Yamba Yamba et Lambert Kandala attendaient la parole. Malheureusement, l'émission est terminée. Alors, un seul conseil, vous avez des enfants à l'école, ne cherchez pas des raccourcis, ne cherchez pas des diplômes sans contenu. Laissez les enfants travailler au lieu de regarder la télévision, au lieu de regarder profondeur. Ce n'est pas de leur âge.
qu'ils aillent étudier. Comme ça, ils donneront un contenu à leur diplôme secondaire, à leur diplôme universitaire. On a besoin des intelligences, plus que des minerais. On vient de vous le dire. Cette émission est terminée. La remise en question va continuer parce qu'il faut véritablement qu'elle soit faite. Que tout le monde se remette en question. Je suis parent, mes enfants étudient, je vais payer pour qu'ils aient le diplôme. Eh bien, vous avez tout faux parce que vous condamnez le Congo. Vous n'avez pas encore cette mentalité pharaonique. Vous ne savez pas construire parce que ce que nous formons, ce que les enfants que vous formez dans ce sens, ce seront des médecins tueurs de demain et le Congo n'a pas besoin de cela. Il faut être conquérant. Les conquérants sont des gens qui ont de l'intelligence, mais qui n'ont pas seulement le diplôme. Le mythe du diplôme, c'est terminé. Bonsoir et à la semaine prochaine. Ce sera vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Monsieur Kandala, merci. Monsieur Bonigaba, merci. Monsieur Yamba Yamba, merci. Nous ne serons peut-être pas les mêmes la semaine prochaine, mais recevez nos remerciements. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est avec plaisir que nous étions dans votre salon.